Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. La thématique de ce mois-ci porte sur le compostage à froid et plus particulièrement sur la méthode des 3 bacs. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment bien composter et comment être sûr d'avoir un bon compost en fin de processus. Allez, je vous laisse découvrir ça en images. Alors déjà, la première question qu'on pourrait se poser, c'est à quoi ça sert de composter? Eh bien, à plusieurs choses. Déjà, à valoriser certains de nos déchets. Nous avons tendance à produire beaucoup de déchets et bien heureusement, certains peuvent être valorisés en étant compostés. Une autre utilité au compost, c'est d'amender son sol avec une matière humifère saine et nutritive. Alors on peut composter, comme je le disais, beaucoup de choses. Déjà, dans un premier temps, nous pouvons composter les déchets de cuisine, mais aussi le carton, le papier, les feuilles mortes, le branchage, le mulch, les fans de légumes, le marc à café et les filtres qui vont avec, les fientes du poulailler. Nous pouvons aussi composter le broyat, les sciures, le copeaux de bois, les déchets de taille de haie, les coques de noix, les coquilles de noisettes, la paille, le foin, les poils, la laine, les plumes, les cheveux, la litière biodégradable des chats. Un tas de choses peuvent être recyclées dans le compost. Alors qu'est-ce que c'est que le compostage à froid ? C'est le compostage qui se rapproche le plus du compostage naturel, celui qu'on va retrouver dans la nature, comme par exemple le compostage qui se fait à la surface du sol, comme la litière de forêt en fait. Il nécessite que très peu d'entretien, à défaut du compostage à chaud, qu'il faut beaucoup entretenir, beaucoup retourner, beaucoup arroser, beaucoup surveiller. La décomposition est certes plus lente, entre 6 et 1 an selon les matières à décomposer, mais il demandera beaucoup moins à être retourné. La méthode des 3 bacs est une méthode très simple à mettre en place. Elle nécessite 3 bacs et se fait en 3 étapes. Les bacs sont ouverts, sans couvercle et sans fond, pour être en contact avec les éléments de la terre et de l'air, et disposés à l'ombre. Il y a déjà un bac d'apport, dans lequel vous allez mettre toute votre matière à décomposer. On va retourner au moins une fois le bac d'apport, avant de le transvaser dans un autre bac, qui sera le premier bac de maturation. Une fois que votre matière décomposée se trouve dans le premier bac de maturation, vous pouvez laisser reposer pendant 6 mois sans vous en occuper. Pendant ce temps-là, vous pouvez continuer à remplir votre bac d'apport, bien évidemment. On va attendre 6 mois avant de transvaser notre matière organique décomposée de notre premier bac d'apport dans le deuxième bac de maturation. Pareil, quand la matière organique se trouve dans le deuxième bac de maturation, on va la laisser tranquille et on va attendre 6 mois à 1 an avant d'utiliser le compost. Cela dépend tout simplement de la matière qu'on a mis en décomposition. Si vous y avez mis de la viande ou des produits non bio qui sont traités, on va attendre entre 1 an et 2 ans. Même si nous avons créé des bacs pour structurer notre zone de compostage, cette manière de composter s'inspire du compostage en tas. On va créer le tas par couche, comme un millefeuille. On va mettre une couche de matière azotée, qu'on appelle aussi matière verte ou mouillée, puis une couche de matière carbonée, qu'on appelle aussi brune ou sèche, et ainsi de suite. Quelles sont les matières azotées ? Déjà, nous avons les déchets de cuisine, le mulch, les déchets de tonte, les fans de légumes, les feuilles de thé ou de tisane, les plantes sauvages, les déchets de taille de haie. Pour ce qui concerne les matières carbonées, cela va être les feuilles mortes, les branchages, broyats, sciures, copeaux, marc de café, coques et coquilles, paille, foin, papier, carton. On va chercher le bon équilibre entre les matières azotées et les matières carbonées. Pour un bon compost, il faut que la quantité de carbone soit 20 à 30 fois plus élevée que la quantité d'azote. Attention, cela ne veut pas dire qu'il faut 20 à 30 fois plus de matière carbonée que de matière azotée. Il s'agit de composition chimique car chaque matière a une dose de carbone et une dose d'azote. Les matières plus riches en carbone, brunes et sèches, sont plus longues à se décomposer. Les matières azotées vont aider à cette décomposition. Pour vous aider à avoir le bon rapport et ne pas vous embrouiller avec ces calculs scientifiques, dites-vous qu'il faut 1 volume de matière carbonée pour 2 volumes de matière azotée. Vous devez vous en douter, le compost abrite de nombreux organismes. Déjà,
on y retrouve des bactéries. Souvent filamenteuses, elles sont là tout le long du processus, elles supportent les hautes températures et elles se multiplient très rapidement. Nous allons trouver des champignons. Eux, ils vont aider à décomposer la matière qui résiste aux bactéries. Ils ne résistent pas du tout au-dessus de 50 degrés, donc généralement on les retrouve plus souvent en périphérie. Les carpophores peuvent parfois apparaître. Ils peuvent décomposer les matières très sèches. On va retrouver aussi des actinomycètes, des sortes de bactéries filamenteuses. Elles agissent vers la fin du processus, elles se multiplient moins rapidement, elles s'attaquent aux matériaux les plus résistants comme la cellulose, la lignine. On va également retrouver des algues, des virus, des protozoaires. Nous allons aussi retrouver beaucoup de macro-organismes dans le compost, comme les vers épigés, les petits vers rouges, des colamboles, des acariens, des myriapodes, donc mille pattes, ilules, des cloportes, des gastéropodes, des larves, comme la larve de cétoine de raie, de hanneton, la mouche du soldat. L'humidité a un rôle très important à jouer aussi dans le processus de décomposition. L'intérêt déjà de ne pas couvrir le compost, c'est de profiter des pluies. Le taux d'humidité doit être entre 50 et 60%. En fait, comme repère, le compost mature au toucher doit être frais. Par contre, quand on le prend dans les mains, il ne doit pas être détrempé ou trop humide ou avoir du jus qui coule. Quand il est dans les bacs de maturation, il est important de mettre une couche de paille sur le dessus pour éviter qu'il sèche et qu'il garde l'humidité. On va arroser uniquement en cas de sécheresse prolongée ou si vraiment on le trouve trop sec. Généralement, s'il est trop sec, c'est qu'il est trop fort en matière carbonée et donc rien que le fait de rapporter de la matière azotée va rétablir un bon taux d'humidité dans votre compost. L'air a également son rôle à jouer. Le fait que le bac soit ouvert est favorable à une bonne aération. Les vers vont aussi aider à l'aération du compost en le brassant, en créant des galeries. Le retournement et le fait de transvaser vont aussi également aérer le compost. Quel effet va avoir le compost une fois qu'il va être dans notre sol ? Eh bien déjà, il va améliorer sa structure et l'ameublir. Il permet également une meilleure perméabilité de l'eau et de l'air. Le sol va avoir une meilleure rétention d'eau. Il va bien évidemment lui apporter des substances nutritives. Il va aider à éviter ou corriger l'acidité du sol. Les micros et les macro-organismes du compost augmentent la biodiversité et l'activité biologique du sol. Grâce à lui, on va limiter les développements pathogènes et on va favoriser les relations symbiotiques. Généralement, on va plutôt amender son sol à l'automne ou à la sortie de l'hiver. On va épandre le compost sur le sol ou on va légèrement l'enfouir. On va pouvoir tamiser du compost pour nos semis en godet au printemps. Le fait de tamiser va éviter qu'il y ait beaucoup de petits résidus qui peuvent rester, des petits branchages mal décomposés, etc. On peut aussi l'utiliser ponctuellement tout le long de l'année quand on a besoin de faire des plantations. Et ben voilà, cette vidéo est finie. J'espère que vous en aurez appris plus sur le compostage à froid et que ça vous donnera envie de vous lancer. Allez, je vous dis au mois prochain. Ciao ciao!